Everybody's supposed to. Rhythm makes everything move. Rhythm makes everything move. Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres, telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. L'audace est le moteur de tout, cette disposition de l'esprit, cette force en action qui permet de surmonter les obstacles pour améliorer et transformer la société. Dans la conduite et la maîtrise du monde, l'audace n'est pas un programme. Elle nous englobe tous. Elle est une manière d'être, une attitude face à l'action. Cette année, la Cité de la Réussite vous invite à découvrir, partager ou renouer avec l'audace. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite?
si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait? Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour. Donc le thème de cette table ronde, c'est le thème de 2 jours de la Cité de la Réussite, c'est l'audace. Et quand on parle de recherche, vous avez vu, les combats de la recherche, c'est l'ambition. Osons être ambitieux. Donc on va voir la différence entre, s'il y en a une, entre audace et ambition. Moi, je suis Philippe Duc, je suis médecin journaliste et donc je vais animer cette heure et demie avec des étudiants qui sont très nombreux, qui ont beaucoup de questions. Alors, par ordre alphabétique, et à ma droite extrême, Laurent Alexandre, qui est chirurgien, urologue, diplômé de Sciences Po, HEC, l'ENA. Vous avez fondé Doctissimo et vous êtes aujourd'hui entrepreneur en Belgique et vous développez DNA Vision, qui est un spécialiste du séquençage de l'ADN, qui est l'avenir. Vous êtes volontiers provocateur et vous êtes auteur d'un livre qui s'appelle La mort de la mort. Alors c'est peut-être un concept qui va même au-delà de l'audace, donc vous allez nous expliquer tout ça. Philippe Lagayette, vous êtes président de la Fondation de France, vous êtes polytechnicien, énarque, et vous, votre audace, ça a été peut-être de passer du privé, du public plutôt, du public au privé. Vous avez commencé votre carrière au ministère de l'économie et des finances, vous êtes ensuite allé à la Banque de France, à la Caisse des dépôts, et vous avez quitté volontairement la Caisse des dépôts, on n'a pas bien compris pourquoi, pour aller à la banque, dans une banque, JP Morgan, puis à la banque Barclays, et vous êtes surtout président de la Fondation de coopération scientifique pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer, et vous êtes président de la Fondation de France. À ce titre, vous êtes là. Et vous avez aussi, me disiez-vous, été pendant 4 ans, quand même, ça m'épate, directeur de cabinet, donc le plus proche collaborateur de Jacques Delors, 80-84, à l'époque où c'était encore, je dirais, plus mouvementé, la politique aujourd'hui. Et vous avez fait le plan de rigueur, le tournant de la rigueur, qui n'a jamais été accepté, mais enfin bon, par le président de l'époque, mais par l'opinion peut-être. Alain Prochian, vous êtes titulaire de la chaire des processus morphogénétiques au Collège de France. Alors il faudra que vous nous expliquiez ce que c'est. Soyez audacieux pour nous expliquer, peut-être qu'on comprendra. Vous êtes ancien élève de l'École normale supérieure, vous avez dirigé différentes unités de recherche sur le système nerveux et la biologie au CNRS et à l'École nationale, à l'École normale supérieure. Et ce qui vous intéresse en particulier, donc, c'est la morphogénèse cérébrale. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages destinés au grand public et vous êtes aujourd'hui directeur du Centre interdisciplinaire de recherche en biologie au Collège de France. Cyril Chiver, vous êtes le plus ambitieux, le plus audacieux, parce que vous êtes dans l'industrie pharmaceutique. C'est aujourd'hui une forme d'audace. Sûrement, vous êtes président de MSD France. MSD France, c'est la 2e filiale en dehors des États-Unis. Vous me disiez que c'est une filiale qui est avant l'Allemagne. Alors, ça fait toujours plaisir. Je ne sais pas si c'est un titre de gloire. En tout cas, c'est bien, on est avant l'Allemagne. Et MSD, quand même, c'est le 3e ou 4e laboratoire mondial.
Et alors, ce qui est très intéressant pour vous, c'est que vous avez fait l'essentiel donc de votre carrière dans l'industrie pharmaceutique, Sanofi, Schering-Plough, MSD maintenant, et dans différents pays. Vous êtes un globe-trotteur, vous avez beaucoup voyagé, donc votre expérience est sûrement intéressante. France, Maroc, Royaume-Uni, Pays du Golfe et Afrique de l'Est, République tchèque et slovaque, Grèce, Chypre, Malte, Canada. C'est assez impressionnant. Vous êtes jeune pourtant, donc vous n'êtes pas resté très longtemps peut-être dans tous ces pays. En tout cas, vous avez sûrement une expérience intéressante. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous, dans votre carrière, début de votre carrière, vous avez été ambitieux ou audacieux pour la recherche? Est-ce que ce qui est le plus important, on va faire un petit tour de table rapide, c'est d'être audacieux, ambitieux, tenace, inventif, chanceux, passionné, décalé ou systématique, ou bien tout ça à la fois? Est-ce qu'il y a des gènes dans l'ambition, ou est-ce qu'on devient ambitieux? Alors, Alain Prochian, on vous écoute. 3 minutes, très rapidement. Je n'ai pas de réponse à ces questions. Bon, alors on passe au suivant. Oui, on passe au suivant. Non, c'est trop compliqué. Non, mais vous avez osé ou vous êtes ambitieux? Non, moi je suis un... Non, rien du tout. Ce qui c'est de la fausse modestie, vous avez compris. Ce qui est important, c'est de créer les conditions qui permettent aux gens d'être tenaces et persévérants sur quelque chose qu'ils ont envie de faire. Voilà, c'est tout. Donc je crois qu'une fois qu'on a ces conditions-là, et nous on les a eues, je pense que les femmes et les hommes de ma génération, je crois, les ont eues. La question que je transformer votre question en disant est-ce que nous serons capables de maintenir ces conditions pour ceux qui vont nous suivre et ceux qui nous ont commencé déjà à nous suivre? Moi, c'est la grande question, en fait. Créer les conditions de la liberté de recherche qui permettent de trouver des choses, quoi. Oui, mais au niveau de l'individu, qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui vont rencontrer ces conditions de recherche ou pas? Vous savez, les individus, ils rencontrent ce qu'ils rencontrent au cours de leur vie. C'est le hasard. Vous êtes dans un laboratoire... Et la ténacité, un peu, non? Ça dépend de ce que vous trouvez. Si vous trouvez quelque chose, si vous trouvez rien, si vous trouvez quelque chose que tout le monde attend, c'est pas la peine d'être tenace. Si vous trouvez quelque chose que personne n'attend, et à ce moment-là, il faut se battre pour le faire passer. Voilà, ça exige essentiellement de la ténacité, mais aussi, j'y tiens, hein, les conditions matérielles de cette ténacité, parce que vous pouvez être tenace, vous serez hargneux, mais si vous n'arrivez pas à subventionner votre recherche, ça ne sert à rien d'être hargneux. Il faut mieux faire autre chose. Alors en 2 mots, les processus morphogénétiques, c'est quoi? C'est l'étude des formes. Je suis un morphogénéticien. Ce qui m'intéresse, c'est la façon dont les formes se créent, se développent, se changent. Et je suis surtout un neurobiologiste. Je m'intéresse à la forme des cellules nerveuses, mais aussi donc à la physiologie. C'est de la physiologie essentiellement du système nerveux. Donc je suis neurobiologiste avant tout. Mais pourquoi les formes sont si importantes? Parce que les formes, il n'y a que des formes dans la nature. Oui. Toutes les molécules ont des formes, les cellules ont des formes, les organes ont des formes. Et donc, voir ça du côté de la forme, et d'abord parce qu'au départ, je me suis intéressé à la morphogénèse, mais en fait, je me retrouve aujourd'hui à travailler sur des maladies de type, par exemple, neurodégénérative, Parkinson, par exemple, ou Alzheimer, ou des maladies plutôt développementales, du genre schizophrénie, à travers des études de morphogénèse, en fait, de morphogénèse cérébrale. Donc oui, je me vois un peu comme un morphogénéticien, essentiellement, oui. D'accord. Philippe Lagayette, alors, on l'a dit, vous avez une belle carrière, vous êtes passé du public au privé. Vous étiez ambitieux, arriviste, audacieux ou tenace? Prenez un micro, c'est mieux, oui. Oui, mais vous avez raison de tout ça dans le cadre de la recherche, bien sûr. De faire des différences entre tous ces mots qui veulent vraiment pas dire la même chose. Et l'ambition et l'audace, à mon avis, c'est 2 choses assez différentes. Et puis, comme dans toutes les qualités, il y a le bon côté et le mauvais côté. Si vous pouvez être un ambitieux forcené et vous allez ruiner beaucoup de choses autour de vous, puis vous pouvez être un ambitieux exigeant qui va stimuler les gens autour de lui. Cela dit, s'agissant de la recherche, moi je ne suis pas convaincu que l'ambition soit une qualité essentielle. Il me semble que le moteur principal, je ne suis pas un chercheur, hein, mais j'en ai vu beaucoup dans beaucoup de domaines, aussi bien des médecins, des maths, etc. Le moteur principal, c'est la curiosité. C'est ça qui les fait bouger. Qui les met en mouvement. Alors, à partir du moment où il y a curiosité, l'audace peut jouer un rôle parce qu'elle permet de sortir des sentiers battus et de
penser de façon indépendante. Puis à partir de là, vous avez... Mais alors comment on devient curieux? Est-ce que c'est les conditions qui permettent de développer sa curiosité, ou on est curieux par nature? Parce que curieux c'est bien, mais tout le monde n'est pas curieux. Comment on devient curieux? Tout le monde n'est pas curieux, mais par exemple, si les gens qui sont avec nous aujourd'hui, je pense qu'ils sont curieux, parce que personne n'est obligé de venir le samedi après-midi et écouter des gens comme nous, et sans avoir aucune garantie quant à la qualité du résultat. On va essayer d'être audacieux. Ça demande une certaine prise de risque. Mais si je peux prendre une seconde, l'histoire de Christophe Colomb est bien révélatrice de ça. Christophe Colomb, c'est quelqu'un qui avait une idée. Il avait vraiment une vision. Et à mon avis, il faut avoir une vision. Il se disait, on doit pouvoir faire plus court à aller en Chine, ce qu'ils appelaient les Indes, en passant par l'Ouest qu'en passant par l'Est. Alors, il s'appuyait sur quoi? Sur deux choses fausses. D'abord, la taille de la Terre, qu'il sous-estimait, parce qu'il faisait des calculs avec la Lune, etc. Et il s'était trompé fortement. Et puis, deuxièmement, la deuxième question, c'est où est-ce qu'on est sur la Terre? Alors là, sa référence, c'était le voyage de Marco Polo, 2 siècles avant. Et il surestimait la longueur du voyage de Marco Polo. Et donc parce qu'il s'est trompé, il sous-estimait la différence. Oui. Donc, il a pensé qu'il avait une chance, oui, puisque c'était pas si long que ça entre l'espace. Donc, il faut être inconscient alors pour trouver. Il faut avoir une vision. Il faut être tenace, parce qu'il a mis 7 ans à convaincre le roi du Portugal et ensuite d'Espagne. Il faut ensuite avoir de la chance, parce que ça aurait pu très mal se terminer. S'il avait été un peu plus au nord, il aurait mis du temps à aller sur la Terre, ils seraient tous morts. Mais voilà toutes les qualités, enfin certaines des qualités que vous avez dites, la curiosité, l'audace, la ténacité, elles sont en jeu là-dedans, plus la chance. Plus la chance. Alors, Cyril Schiffer, vous représentez en quelque sorte l'industrie pharmaceutique ici. Alors, l'industrie, on lui fait beaucoup de reproches. Est-ce qu'il y a de l'audace ou de l'ambition? Comment vous voyez votre métier? Bon, je dirais que beaucoup a déjà été dit en termes autour de l'audace et de l'ambition. Mais par rapport à l'industrie? Par rapport à l'industrie. Alors c'est vrai qu'on a un business model qui est devenu assez traditionnel pendant pas mal d'années, mais je pense qu'on est vraiment à un tournant. Et aujourd'hui, l'industrie refait preuve d'audace en s'ouvrant, en se décloisonnant, en travaillant justement en partenariat, en travaillant beaucoup plus avec le monde universitaire. Et ça, c'est un grand changement. Donc, je pense que c'était une industrie qui était probablement quelque part trop ambitieuse, trop sûre d'elle, et qui. Donc l'ambition, c'est pas terrible parfois, oui. Est-ce que l'industrie a développé beaucoup de blockbusters? Difficile de réaliser ses ambitions sans audace. Voilà, bien. Et maintenant, donc l'industrie pharmaceutique, c'est ouvert sur le monde, sur les startups, sur les. Beaucoup plus. Oui. Beaucoup plus. On est passé vraiment dans un modèle qui est de recherche en réseau, de partenariat, de réaliser qu'on est incapable de maîtriser l'ensemble des technologies de recherche, d'avoir l'ensemble des compétences en interne. Et c'est ça qui rend le métier passionnant. Alors, on a encore du chemin à faire, on va sûrement en parler. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais on est à un moment qui est... Mais là, aujourd'hui, ce qui est intéressant dans l'industrie pharmaceutique, c'est que l'industrie a développé beaucoup de ce qu'on appelle des blockbusters, des médicaments qui concernent un grand nombre de personnes, pour l'hypertension artérielle, pour le cholestérol. Et puis, bon, le travail a été fait. Et maintenant, vous êtes plus sur des petites niches, des médicaments plus chers quand même, c'est le cas de l'hépatite C, dans lequel vous êtes aussi, il n'y a pas que Gilead. Est-ce qu'il y a plus de risques? Est-ce que vous avez complètement changé votre façon de travailler dans l'industrie, non? Il y a plus de risques. Est-ce que c'est une audace, ça? Oui. En fait, on est resté très longtemps sur un modèle où on allouait une part très importante de nos ressources sur de la recherche, on va dire, à la marge, sur une innovation qui était marginale. Et on revient, où on développe un modèle où on tue beaucoup plus vite, j'ai envie de dire, les projets très tôt, puisqu'on a besoin d'efficience. On tue, c'est un mot qui est... Oui, on arrête les projets très tôt. Oui. Et on investit évidemment dans des pathologies beaucoup plus de niche, ou évidemment dans certaines grandes aires sur lesquelles il y a tellement à découvrir encore.
cancer, maladies neurodégénératives, neurosciences, etc. Donc l'audace, à défaut d'ambition, c'est important. Alors Laurent Alexandre, je vous ai gardé pour la fin parce que vous êtes le plus audacieux de nous tous. Pas autant que Google, cela dit, mais presque. Et Google, c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup. Alors la mort de la mort, c'est exagéré, vous exagérez, Laurent. Pourquoi tant d'audace? Non, mais la mort de la mort... On va brancher votre micro, ce sera mieux. La mort de la mort, ce n'est pas la prédiction de la fin de la mort demain matin. C'est simplement de dire que des technologies qu'on appelle les technologies NBIC, les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique et puis les sciences cognitives vont permettre progressivement, dans les décennies et les siècles qui viennent, de faire reculer considérablement la mort. La mort a déjà beaucoup reculé, puisque vous savez qu'en 1750 en France, l'espérance de vie était de 25 ans et qu'elle est aujourd'hui de plus de 80 ans. Il est probable, notamment à l'instigation de sociétés comme Google, comme ce qu'on appelle les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, qui travaillent beaucoup sur la numérisation du corps humain, il est probable que ce recul de la mort s'accélère dans les décennies qui viennent et que l'augmentation annuelle d'espérance de vie, qui est de 3 mois par an, monte encore grâce à toutes les nanobiotechnologies, grâce à notre hybridation avec des composants électroniques, même si ça va prendre du temps, grâce à l'ingénierie du vivant, les thérapies géniques, les cellules souches qui vont arriver à maturité moins vite que le grand public l'a pensé, mais vers 2025, 2030. Donc nous sommes dans une phase de pensée démiurgique, et Google est le plus en avance dans le monde dans sa volonté de combattre la mort, puisque vous savez que Calico, qui est une filiale à 100% de Google, a pour objectif d'augmenter l'espérance de vie humaine de 20 années d'ici 2035. Même si ça n'arrivait pas, même si Google échouait, ce type de projet montre qu'une pensée démiurgique, qu'on appelle la pensée transhumaniste, c'est-à-dire les gens qui veulent développer l'intelligence artificielle et euthanasier la mort, est à l'œuvre aujourd'hui en Californie et sur la côte ouest. Donc on a effectivement un projet qui est plus audacieux qu'aucun projet n'a eu lieu jusqu'à maintenant, qui regroupe la puissance des GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, les technologies NBIC, et puis l'idéologie transhumaniste. Et cela aboutit à un projet qui est radicalement nouveau par rapport aux projets scientifiques qu'on a eu jusque maintenant, puisque l'objectif n'est pas d'aider l'humanité à affronter un certain nombre de tâches. Le projet est authentiquement de créer une humanité 2.0, de modifier l'humanité. Alors ce projet démiurgique, qui pose plein de problèmes éthiques, politiques, philosophiques, mais il est fondateur d'un changement radical de l'organisation philosophique et politique de nos pays dans les décennies qui viennent. Alors, Laurent Alexandre, on est au cœur du sujet. C'est Google qui est audacieux aujourd'hui. Google, c'est une société américaine qui a d'énormes données, qui met en place des algorithmes. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, l'audace, et après je poserai la question à un chercheur, notre chercheur, est-ce que l'audace ne peut devenir que des GAFA, avec une vision un peu prédatrice, c'est-à-dire que... Non, bien sûr. On peut tout à fait rentrer dans le train des algorithmes, etc. Mais les grands plateformistes, Google a 3 milliards d'utilisateurs, Apple 1 milliard, pas loin d'1 milliard, Facebook, en incluant WhatsApp, en a 1,7 milliard. Bon, c'est trop tard, alors. Les grands plateformistes ont pris une grosse avance, et que si nous continuons à avoir des élites technophobes, handicapées du mulot, qui ne comprennent pas la science, la bataille est perdue. Il faut quand même se souvenir qu'aucun président de la République, à part Valéry Giscard d'Estaing, n'a d'ordinateur sur son bureau en 2014, président ou ancien président, ni Sarkozy, ni Hollande n'ont d'ordinateur sur leur bureau. Nous vivons avec des élites complètement coupées de la réalité technologique du monde qui vient, avec des élites qui n'ont absolument pas compris le monde qui est en train d'arriver. Si nous voulons peser dans ce débat, si notre décision, à nous Européens, à nous Français, est de ne pas rentrer dans la logique transhumaniste et de fixer des bornes éthiques différentes de celles qui sont fixées dans la Californie, nous ne le pourrons pas. Alors, la technologie sera imposée de l'extérieur et nous n'aurons pas les moyens politiques, nous n'aurons pas les moyens idéologiques d'infléchir la proposition idéologique et immortaliste des GAFA. Alors vous avez vu, Laurent Alexandre, il a pris sa tablette qui clique pour montrer que lui, il est geek. Alors, Alain Prochon, vous êtes un handicapé du mulot ou pas? Je suis contre l'auto-évaluation, donc c'est pas moi qui vais le dire. Non, moi je travaille un petit peu sur la longévité du système nerveux. C'est plus dur.
Mais... Comment vous réagissez aux propos de Laurent Alexandre, qui sont quand même Google, ça fait à la fois ça fait rêver, ça fait peur. J'ai lu toutes les thèses transhumanistes, ça me dérange pas du tout. Je suis toujours pensé que l'homme était un cyborg depuis le début. Donc, mais est-ce qu'il y a un avenir dans cette voie ? L'ordinateur a prolongé notre cerveau comme le vélo avait prolongé nos jambes. Donc ça ne me dérange pas du tout ces propos-là. Sauf que je pense qu'aujourd'hui, à la place tout à fait de non-idéologue que j'occupe, puisque je suis le scientifique du panel, et dans mon laboratoire où je travaille effectivement sur le cerveau des souris, je vous rassure tout de suite, mon problème c'est de comprendre ce que c'est que la longévité cérébrale. D'ailleurs, j'ai fait mon cours au Collège de France ces 2 dernières années sur ce thème. Et j'ai beaucoup appris. C'est l'avantage de faire des cours, c'est qu'on apprend. Et je dois dire que je crois qu'il y a des choses à faire, bien entendu. Il y a une chose qui est particulièrement intéressante, si on s'intéresse aux maladies, justement, du système nerveux. Enfin, moi, mon but, c'est pas de mourir très vieux, c'est de mourir en bonne santé. Donc, ce qui est un peu différent, mais ce qui peut exiger qu'on meure tôt, justement. Parce que, par exemple, si vous prenez des maladies comme la maladie de Parkinson, ou la maladie d'Alzheimer, ou la maladie de Huntington, il y a des formes qui sont des formes génétiques. Donc, les gens ont la mutation dès la naissance. Mais ils ne tombent malades que vers 40, 50, voire 60 ans. Ça veut dire qu'il faut avoir vieilli longtemps pour que la maladie apparaisse. Donc, par exemple, une des pistes que des gens qui sont dans les tranchées, c'est mon cas, peuvent avoir, c'est d'essayer de comprendre comment on peut gagner 4 ou 5 ans sur le vieillissement, de telle sorte que ces maladies arrivent le plus tard possible. 4-5 ans en bonne santé en plus, c'est pas mal quand on en a 70. C'est des petites ambitions. Mais en même temps, c'est quand même avec ça, je pense qu'on fera progresser le système. Et comprendre ce que c'est que le vieillissement, c'est pas si évident. C'est-à-dire que peut-être que des gens le savent. Moi, je dois dire que je travaille dessus et j'ai des idées là-dessus, mais c'est tout, quoi. Mais par rapport à Calico, la société de Google qui dit on va faire reculer la mort, alors on espère en bonne santé. Mais ce que dit monsieur Alexandre, c'est que la mort avait déjà reculé. Et il a raison, c'est-à-dire que l'espérance de vie a doublé dans les 150 dernières années. C'est pour ça que ces maladies n'étaient pas des maladies avant. On mourait avant d'être malade. Et puis, l'espérance de vie n'est pas la même dans toutes les sociétés, ni dans toutes les classes sociales, ni dans tous les continents. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne tomberont jamais malades de Parkinson, ils seront morts avant. Donc nous, on a une chance, c'est qu'on peut vivre suffisamment vieux pour tomber malade. Ce qu'on peut essayer, c'est de vivre le plus tard possible, ce qu'on appelle le healthy aging. Voilà, c'est tout. Donc je pense que ce qui est intéressant, c'est de travailler sur le healthy aging, même si ça implique de se cyborgiser. On est tous un peu cyborgisés. Moi, j'ai même des lunettes, c'est vous dire. Moi, je les ai retirées. Alors, l'industrie pharmaceutique, est-ce qu'elle risque pas de ne pas être assez ambitieuse et audacieuse par rapport à ce que disait Laurent Alexandre, c'est les big data, les algorithmes. Est-ce que vous risquez pas d'être dépassé par quelqu'un qui va vous mettre une sorte de joug sur la tête et vos médicaments, vous n'arriverez plus à les vendre? Enfin, je caricature, mais... Un peu. Mais c'est vrai que c'est un de nos grands enjeux, puisque l'industrie pharmaceutique se situe vraiment au cœur, on va dire, du healthy aging, en travaillant avec les chercheurs. Ça, c'est vieillir en bonne santé, c'est ça? Donc c'est vieillir en bonne santé. Oui. Pardon. Et donc on se situe sur un espace-temps qui est les prochaines 15 années. Et probablement, et on a sous-estimé pendant longtemps ce qui arrivait au niveau des données et des algorithmes. On est en train aujourd'hui de beaucoup plus intégrer cela en réalisant déjà que une première donnée fondamentale qui est autour des données, ce qu'on appelle les données en vie réelle. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe réellement avec les médicaments dans leur utilisation au quotidien et qu'est-ce qui se passe tout au long, on va dire, d'une pathologie, de la prévention à des questions d'observance, etc. Donc ça, c'est un des grands enjeux sur lesquels on travaille. Il y a beaucoup à gagner, vous voulez dire, pour bien Là, il y a énormément à gagner et à comprendre, parce que pour nous, l'idée de base d'un labo comme le nôtre qui travaille dans la recherche, c'est se dire qu'on doit contribuer à ce qu'un patient reste
le plus longtemps possible sain et n'ait pas à prendre notre médicament, mais le jour où il doit prendre notre médicament, qu'il le prenne bien et qu'il le prenne pour la durée nécessaire. Il y a des grands enjeux d'observance dans les traitements. Donc les données en vie réelle, c'est un premier élément. Le second, évidemment, c'est en amont toute la puissance des données sur lesquelles on est en retard, définitivement. Et Laurent Alexandre en parla bien mieux que moi, évidemment. On est en retard. Et alors, oui, sur l'observance, vous l'avez dit, au bout de 6 mois, sur une maladie chronique comme un excès de cholestérol ou l'hypertension artérielle même, au bout de 6 mois, il y a un patient sur 2 qui ne prend plus son traitement. Hein, on dit toujours ça, et ça existe depuis 10 ans dans tous les pays. Alors, est-ce que l'industrie pharmaceutique, pour vous, ça serait un marché en plus, est-ce que l'industrie pharmaceutique n'est pas manque d'ambition et d'audace pour essayer de trouver quelque chose qui fasse que les patients prennent leurs médicaments correctement? L'industrie est en train d'évoluer. Elle a manqué d'audace dans ce sens que pendant longtemps, elle s'est vue d'abord comme un fournisseur de principes actifs, aussi innovant soit-il. Et petit à petit, elle réalise qu'elle est un acteur du système de santé et qu'elle a un rôle à jouer au-delà du médicament. Et donc là, on sort un peu du domaine de l'ambition dans la recherche. C'est plus dans l'utilisation du produit avec différents programmes, justement, et c'est le fameux, d'ailleurs c'est au cœur de la loi de santé du gouvernement, le parcours de soins et l'optimisation de ce parcours de soins. D'accord. Alors, on a un nombre important d'étudiants. Ne vous inquiétez pas, on va vous donner un micro. Donc, vous allez poser des questions. Alors, évidemment, bref, percutantes, soyez audacieux. Vous présentez, d'où vous venez. Allez-y, je crois que c'est vous qui voulez commencer en premier, on ne voit pas bien, oui. Mais allez-y. Donc, je suis étudiant en médecine à Créteil et ma première question, ce serait pour Laurent Alexandre, oui. Pour réagir à ce qu'il a dit. Donc voilà, je suis étudiant en médecine, mais par ailleurs, je construis une entreprise, je fais partie d'un incubateur de start-up. En quelle année vous êtes en médecine? En 3e année de médecine. Bah, consacrez-vous à la médecine avant de... Justement. Soyez pas trop ambitieux. C'est ma prochaine question. Nous avons l'audace aujourd'hui, jeudi, IBM est venu dans notre fac présenter... la révolution que va apporter Watson dans la médecine, qui est un super ordinateur qui va aider les médecins. Pour préparer cette conférence, j'ai utilisé ma tablette, mon iPhone. Nous sommes présents, nous utilisons les nouvelles technologies, mais donc, nous ne sommes pas si à la traîne que ça en France. Il faut juste peut-être montrer notre audace, et j'espère aujourd'hui que c'est grâce à ça on arrive à montrer notre audace. Et d'un autre côté, je trouve ça bon qu'en France, on ait un espèce de recul par rapport, sans que ce soit un retard, mais de prendre du recul, de réfléchir. Nous agissons par pas, et pour ne pas se perdre justement devant d'être imposé par... vous parlez du recul de la mort, pardon, je me suis un peu... Vous reparlez du recul... Vous vouliez tellement poser votre question que... C'est quoi votre question? Voilà, vous parlez du recul de la mort. Oui. Et le recul de la mort. Mais si nous acceptons et si nous allons tous dans ce sens-là, est-ce qu'il ne faut pas d'abord se poser la question de voulons-nous cette vie-là? Et la question éthique ne vient-elle pas en amont? Pourquoi faire? Alors, nous pouvons mourir vite, mais pourquoi faire? Bien sûr. L'expérience montre que nous sommes à 99% prêts à tout accepter comme transgression technologique pour moins souffrir, moins vieillir et moins mourir. Regardez ce qu'acceptent les malades à qui on met le cœur artificiel Karma, qui est magnifique. Pour vivre quelques semaines de plus, ils acceptent de devenir cette fois-ci pour de bon des cyborgs, et ils acceptent une technologie extrêmement invasive pour gagner quelques semaines. En réalité, des normes éthiques, on n'en a pas tant que ça. L'histoire des 50 dernières années a montré que la bioéthique ne freinait que très temporairement la technologie, parce qu'il y a une demande immense des malades de moins vieillir et de moins mourir. Donc, bien sûr qu'il faut se poser des questions. Sur la première partie de votre question, qui était sur notre retard, je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous utilisons des tablettes qui ont été conçues pas chez nous, on utilise des téléphones pas chez nous. Watson, vous allez l'utiliser, il n'est pas de chez nous. Le problème n'est pas que nous n'utilisions pas les technologies, il est que nous ne les produisions pas. Nous ne sommes pas présents dans les technologies NBIC, à quelques très rares exceptions près. Donc nous allons bien sûr importer, utiliser des technologies qui vont être développées ailleurs. Comment allons-nous payer notre système de protection sociale dans nos pays
si nous ne produisons pas les choses importantes au XXIe siècle. Ça va être difficile. Je vous rappelle que la France, c'est 15% des dépenses sociales mondiales, pour 1% de la population mondiale. Donc, il est clair que nous ne maintiendrons pas notre système de protection sociale si nous ne sommes pas producteurs des outils des NBIC. Et nous n'y sommes pas. Est-ce que c'est pas trop tard? Il va être extraordinairement difficile de rattraper notre retard en Europe pour plusieurs raisons. C'est que nous n'avons plus de grandes entreprises dans ces secteurs-là. La dernière grande entreprise techno qui avait une part importante dans l'avenir, c'était Nokia, qui avait plus de 50% du marché mondial des télécoms. Comme vous savez, Nokia a été racheté 3 paquets de cacahuètes par Microsoft, qui en a changé le nom. Ça n'est plus qu'une division qui ne porte même plus le nom Nokia. Donc nous sommes en retard. Les budgets de recherche sont totalement insuffisants en Europe. En Europe du Sud, on dépense 1% du produit intérieur brut de la richesse nationale pour la recherche. Aux États-Unis, c'est 3%. La Corée est en train d'atteindre 5%. Donc l'effort de recherche en Europe est trop faible. Nous avons des élites qui ne sont plus du tout des ingénieurs et des techniciens, un peu en Allemagne, mais dans des pays comme la France, je l'ai dit tout à l'heure, nos élites ne connaissent pas la technologie. On a des bureaucrates et des apparatchiks. On commence par être attaché parlementaire et après on devient ministre. Quelle est la solution, de votre point de vue, alors, d'investir au niveau européen? Aujourd'hui, d'abord, il faut une approche européenne, mais au niveau d'un pays comme la France, il faut augmenter considérablement le budget de la recherche pour se rapprocher de la trajectoire coréenne, c'est-à-dire se rapprocher de 5% du produit intérieur brut consacré à la recherche. Il faut arrêter de paupériser nos chercheurs, car nos chercheurs sont paupérisés et que les fuites de chercheurs s'accélèrent. Il y a des gens merveilleux et extraordinaires comme le professeur Prochian qui restent, mais on a aussi beaucoup de gens parmi les jeunes générations qui aujourd'hui ne restent pas et veulent les standards de travail et de rémunération nord-américains. Je ne dis pas tous, mais en tout cas un certain nombre. Et donc il faut donner plus de moyens aux chercheurs, et puis il faut un projet politique. Il n'y a plus aucun projet politique porté sur l'avenir chez nous. Il n'y a aucune prospective. Le politique ne réfléchit jamais à l'avenir. Demandez à François Hollande ce que sera la technologie et la France en 2025. Il n'est pas capable d'en parler 5 minutes. Alors vous n'avez pas, vous aussi, tapé sur Hollande, enfin, c'est trop facile, ça. Alors, Sarkozy ne connaît pas mieux la technologie. Bon, voilà, l'équilibre est fait. Alors, Alain Prochian, alors pourquoi vous n'êtes pas parti aux États-Unis, vous, alors? Bon, on me l'a proposé, mais je suis assez conservateur, donc... Non, pas du tout. C'est que j'aime bien le travail en France. C'est-à-dire que les conditions de travail que j'avais étaient assez exceptionnelles quand même. Et ce que dit M. Alexandre est tout à fait juste. C'est-à-dire que la France investit 2,2% de son PIB par an dans la recherche et le développement, parce qu'il faut aussi compter évidemment les investissements en innovation et en développement dans l'industrie. L'Allemagne est arrivée à 3%. Tous les ans, ils nous mettent 16 milliards d'euros dans la vue si on prend un PIB de 2000 milliards. C'est dans ces 16 milliards depuis 10 ans qu'ils nous ont mis dans la vue qu'il faut aller chercher les difficultés économiques et le décrochage économique de la France. Ce n'est pas dans le coût du travail, parce qu'en fait, le coût du travail salarié n'est pas tellement différent. Ce n'est pas dans l'offre, puisque c'est le contenu de l'offre qui est important. Le contenu de l'offre est mauvais parce qu'on n'a pas des hautes technologies. Donc, on peut toujours vendre des t-shirts, ce n'est pas ça qui va nous enrichir. Je crois qu'effectivement, il y a un énorme effort à faire dans ce pays pour convaincre nos dirigeants, et croyez-moi, je me bouge beaucoup pour le faire, je ne suis pas le seul, beaucoup de mes collègues, qu'il faut rapidement monter à 3%. Mais il faut aussi convaincre les industriels. Nous avons perdu 750 000 emplois industriels en 10 ans. Et nous avons perdu parce qu'ils n'étaient pas assez innovants, bien entendu. Donc en fait, il faut reprendre aujourd'hui à zéro. On a encore la chance dans ce pays, parce que certains sont restés malgré tout, d'avoir des étudiants qui sont de bon niveau, et de pouvoir garder, nous sommes toujours 5e, enfin je parle pour la biologie, hein. Les matheux sont 3e, les physiciens et les chimistes sont 5e, les biologistes sont 5e au niveau mondial. C'est quasiment un petit miracle, vu la paupérisation des jeunes chercheurs, qui est quelque chose d'absolument attristant. Donc il y a encore une base pour rebondir. Ça ne va pas durer éternellement, ça c'est vrai, et je pense qu'il faut se dépêcher de réinvestir dans la recherche, de telle sorte que nous puissions progressivement réinvestir dans l'innovation, réinvestir dans l'économie. Il ne faut pas faire les choses à l'envers. Mais ce dont on parle aujourd'hui, c'est Google, c'est Apple, c'est Amazon, c'est des sociétés privées. Excusez-moi, mais moi je suis biologiste, donc Google, effectivement, ils ont des programmes anti-aging peut-être. Mais oui, quand même. Mais je parle de ce que je connais. J'ai du mal à parler de ce que je ne connais pas. C'est un défaut que j'ai. Oui. Mais... Allez-y, soyez audacieux. Un peu d'audace. Mais il y a des choses que je connais quand même relativement bien. Tout petit, mais profond. Hein, voilà. Donc, je crois que nous sommes arrivés à un véritable tournant, c'est vrai,
En biologie, on recrute les gens aujourd'hui à 2 000 € à 35 ans, à l'âge où on fonde une famille. C'est simplement inacceptable. Le prix du travail, le coût du travail scientifique, du travail de professeur en Allemagne, est de 30% au-dessus du coût en France. Donc il est beaucoup plus élevé. Et en plus, notre marché est un marché international, c'est-à-dire qu'effectivement, nous avons des gens qui partent. C'est très curieux, nous avons encore des gens très bons qui veulent rester. Je crois que c'est une tradition française. Pourquoi ils restent? Parce qu'en fait, il y avait des conditions de travail qui étaient assez exceptionnelles sur le plan de la liberté qu'on avait dans ce pays pour chercher. On parlait de ténacité tout à l'heure. Je pense qu'un vrai projet, c'est un projet fondamental sur lequel on peut investir 10, 20 ou 30 ans de sa vie, voire 40 ans. De recherche fondamentale. Voilà. Oui, je crois beaucoup à la recherche fondamentale. Je crois que, parce que j'ai monté des boîtes, j'ai monté des biotech, donc je ne suis pas du tout hostile. Au contraire, quand je vois qu'il y a une opportunité, je le fais. Mais je crois beaucoup à la recherche fondamentale parce qu'on ne sait jamais d'où ça va venir. À mon avis, les deux très grandes découvertes de ces dernières années en biologie sont les éléments mobiles dans le génome et les ARN interférentiels. C'est arrivé à travers des gens qui travaillaient sur la couleur des grains de maïs dans un épi et qui cherchent à améliorer la couleur des fleurs de pétunia. En aucun cas, un programme contre l'Alzheimer n'aurait financé ce genre de recherche. En revanche, beaucoup de programmes contre l'Alzheimer ont été financés qui n'ont rien apporté. C'est pour ça que je crois qu'il faut se fonder sur cette curiosité, payer les chercheurs, parce que ce ne sont plus des moines soldats, la génération a changé, donc les jeunes chercheurs ne sont plus des moines soldats comme c'était plutôt dans ma génération, et puis laisser une très grande liberté à la recherche. C'est à peu près le contraire de ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà. Donc je suis extrêmement triste de voir comment ça se développe aujourd'hui en France. J'ai grand espoir que si on arrive à se battre, à faire comprendre ça au pouvoir public, ça peut encore rebondir. Mais on n'a pas beaucoup de temps à perdre, je crois. Oui. D'accord. L'industrie, donc vous faites de la recherche, enfin vous aidez la recherche, vous faites des liens avec la recherche. Est-ce qu'un laboratoire comme le vôtre, quel regard il a sur la France, sur la recherche française? On a quelques prix Nobel, pas simplement en littérature. Quel est le regard que vous avez sur la recherche française, vers lequel vous vous ouvrez de plus en plus? Enfin, votre collègue Sanofi aussi essaye justement de s'ouvrir de plus en plus sur la recherche française et mondiale. Oui, c'est une de nos priorités d'ailleurs stratégiques de faire plus en France, parce qu'il y a de très bonnes recherches. Mais c'est bien. Les enjeux qu'on a, c'est pas un enjeu de coût. Et quand on parle, je suis pas chercheur ni patron de la recherche dans notre boîte, mais quand je lui parle, la première chose qu'il me dit, il n'y a pas d'enjeu de financement. Et si on prend l'Amérique du Nord, quand il y a de la bonne recherche, le financement arrive. Là où on a un enjeu important en France du point de vue industriel, c'est des enjeux de complexité, parce qu'il y a quand même une dissémination très forte et les choses progressent avec la structure maintenant Avisan, les différentes ITMO qui nous permettent de mieux... Ça, c'est la recherche de INSERM. Voilà, donc, INSERM, oui. L'Institut national de la recherche. Donc clairement pour l'industrie, ça permet de développer plus facilement des partenariats. Et ensuite, c'est un enjeu de flexibilité. Le premier enjeu, probablement, c'est un enjeu de flexibilité. C'est-à-dire quand on passe du public au privé, pour nous, donc d'investir dans des structures privées, la recherche a tellement de risques qu'il faut être capable d'arrêter, de reprendre. Et on sait tous qu'aujourd'hui, le marché du travail en France n'est pas flexible. Et c'est un de nos enjeux quand on regarde le succès de Boston, c'est la possibilité d'avoir une grande communauté de chercheurs qui passent d'une boîte à une autre, parce qu'il y a énormément de flexibilité. D'accord. Donc ça, c'est un enjeu. Alors, une autre question. Allez-y. Bonjour, Quentin Bernard, je viens de l'école Subbiotech. Donc j'ai une question pour Quelle école? On n'a pas entendu. Subbiotech. Oui. Donc j'ai une question pour tous les intervenants, mais je vais vous la poser directement à vous, Monsieur Alexandre. Ah non, pas encore alors Alexandre. Je prends comme exemple. Donc récemment, de nombreuses entreprises et de nombreux particuliers achètent des actions de journaux comme vous, avec 28% des parts du journal La Tribune. Cela n'est-il pas un moyen détourné de promouvoir vos avancées scientifiques pour faciliter leur acceptation malgré les problèmes éthiques qu'ils soulèvent? Oh là là! Comment pourrait-on tenir compte de l'opinion publique qui est parfois rétive à ces innovations, mais qu'il est aussi parfois préférable d'ignorer pour faire avancer la science? Alors, je ne passe jamais dans mon journal La Tribune. Je suis passé 14 fois au journal télévisé depuis 1 an et demi. Donc, vous voyez, je n'ai pas besoin de faire passer mes idées dans mon propre journal. J'ai
multitude d'articles dans le monde, dans la presse, etc. Donc je n'utilise pas ce canal-là pour faire passer mes idées et promouvoir mes entreprises, jamais. Pourquoi cet investissement dans la tribune alors Comme ça, par intérêt pour la presse. C'est bien. Je suis investi dans beaucoup d'entreprises, de beaucoup de secteurs, et entre autres dans la presse. Alors, est-ce qu'il y a un problème éthique de la recherche? Est-ce que la recherche peut être détournée C'était ça un peu votre question. Est-ce que la recherche peut être détournée de ses missions? Non. Est-ce qu'il y a un risque d'eugénisme? Non. Non, moi je ne crois pas qu'il y ait... Philippe Lagayette aussi. Non, il peut y avoir un problème, il peut y avoir plusieurs problèmes éthiques. Il y a des problèmes éthiques par rapport à la vie humaine. Si on met en numéro 1 de ces valeurs la préservation de la vie, de l'autonomie humaine, il peut y avoir des dangers dans telle ou telle technique. Et puis il peut y avoir aussi des problèmes éthiques s'il y a des projets de pouvoir derrière la recherche. Le fait qu'il y ait des concentrations de recherche dans telle ou telle entreprise, dans telle ou telle zone géographique, peut ne pas être un problème si c'est mis à la disposition de tout le monde. Si en revanche, il y a des gens qui s'en servent, alors là, c'est tout à fait différent. Mais pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, moi je crois aussi que ce qu'il faut voir dans un pays comme le nôtre, c'est est-ce qu'il y a encore de l'activité de l'esprit? Parce qu'au centre de tout ça, c'est la densité d'activité d'esprit qu'il y a dans un pays. Et je ne dis pas que la discipline et les disciplines dans lesquelles ça s'exerce est une question secondaire, mais il y a forcément de la diversité, de même qu'on n'a pas toutes les industries. Il se trouve que la France a une grande entreprise de pétrole, que l'Allemagne n'en a pas. Il se trouve que l'Allemagne a des grandes entreprises, plus d'entreprises dans les robots que nous avons en France. Bon, mais tant qu'on a une certaine densité, on est une zone dans laquelle les gens peuvent vivre et dans laquelle il peut y avoir un progrès. Je rappelle que dans la recherche, il y a aussi des domaines dans lesquels la place de Paris est une place d'excellence. Par exemple, les mathématiques. Oui, là, on est très bon en mathématiques. Les mathématiques, alors c'est pas quelque chose de français, les mathématiques. C'est complètement international. Mais il y a des lieux dans lesquels il y a des gens qui se rassemblent et qui travaillent ensemble. L'IHES en est un, par exemple, mais il y a aussi que si vous prenez tout le centre de Paris, il y a plusieurs instituts. Si vous voulez avoir un propos positif et optimiste. Je dis qu'il ne faut pas regarder une seule activité et se déterminer nos chances en fonction de ça. Puis je dis une deuxième chose, c'est que ce qu'il faut demander aux dirigeants, c'est pas d'être capable d'être aussi bon que les spécialistes dans un sujet. Non, mais c'est d'être capable de voir les enjeux globaux. Dans ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des enchaînements. La compétitivité coût, ça compte quand même pour que des industries restent et produisent. Et s'il n'y a pas d'industrie qui reste et qui produise, on a beaucoup moins de chances d'avoir de la recherche. Et s'il n'y a pas de recherche appliquée et d'infrastructure, et de développement, on a beaucoup moins de chances d'avoir de la recherche fondamentale. Et donc, tout ça, c'est quand même des boucles qui tournent ensemble, ou des chaînes, si vous voulez. Et il faut éviter que tel ou tel maillon soit faible. Et vous, qui avez été un grand commis de l'État et banquier, pourquoi on n'investit pas autant plus que ça dans la recherche en France? C'est 3% alors qu'on devrait être à 5%. Parce que 2,2%. Oui. Oui, alors là, c'est aussi, je crois, un problème assez multiple. La recherche publique n'est pas si faible que ça. La recherche privée est faible en France. C'est-à-dire qu'on manque d'entreprises qui cherchent. Alors, ça n'est pas à dire qu'il ne faudrait pas faire plus de recherche publique aussi, parce que dans l'état où nous sommes, il faut trouver tous les moyens de stimuler la densité d'action de l'esprit. Mais la raison, vous pouvez aussi demander pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plus en dépenses militaires, alors qu'on sait très bien que pour notre défense, on a besoin de plus et qu'on est sollicité. Oui, mais l'Allemagne, moi, ce qui me frappe, c'est que l'Allemagne a un avantage, que nous, on dépense 32 milliards dans le budget de la défense, hors retraite, et l'Allemagne, pas grand-chose. C'est pas juste. Oui, mais la raison pour laquelle on ne fait pas plus en France dans ces domaines, c'est qu'on fait autre chose. Oui, non, on fait beaucoup en France sur l'armée. Et la réflexion qu'il faut que nous ayons, c'est une réflexion sur les priorités. Quand on regarde l'ensemble des budgets de la France,
est-ce qu'on réorganise certaines priorités? Et nous avons des domaines dans lesquels la question des priorités se pose. Toutes les dépenses de subventions économiques que nous avons sont-elles justifiées? Toutes les dépenses de subventions sociales sont-elles justifiées compte tenu du fait qu'il faut avoir des priorités? Il faut bien qu'on diminue ces déficits. On ne va pas le faire sans... C'est plus une question d'économie. On est au-delà des économies maintenant. Maintenant, il faut dire il y a telle et telle chose qu'on ne peut plus faire dans le système public. Il faut les faire ailleurs. Mais ce sont des choix, et à mon avis, c'est ça qu'il faut demander aux dirigeants politiques, c'est de s'occuper sérieusement de cette question. Pas d'avoir un ordinateur sur leur bureau, mais de s'occuper... Non, c'est pour une petite pique. Oui, Alain Prochon. Oui, j'aimerais quand même revenir sur cette histoire d'investissement dans la recherche, parce que je crois que c'est un point essentiel. Je crois que, d'ailleurs, la discussion tourne pas mal autour de ça. C'est vrai que nous avons la 3e école de mathématiques. Il faut savoir que les mathématiques ne coûtent pas cher, mais... Bien entendu, mais elles vont coûter cher en salaire. C'est-à-dire que les jeunes mathématiciens ne vont pas longtemps rester dans les endroits où ils sont mal payés parce qu'en fait, il y a une compétition internationale. Donc, nous risquons de perdre des mathématiciens si on leur offre des salaires plus élevés dans des endroits qui veulent les attirer. Donc, le coût salarial est important. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que la recherche fondamentale ne coûte pas cher. Elle ne coûte pas cher. Le budget total du CNRS, toutes disciplines confondues, et salaires compris, c'est 3,5 milliards d'euros. Quand la taxe sur la restauration est passée de 21% à 5%, ça nous a coûté 3,5 milliards d'euros par an, c'est-à-dire qu'en une année, chaque année, on a perdu le budget total du CNRS. Le budget total des sciences de la vie, INSERM plus CNRS sciences de la vie, c'est 1 milliard d'euros. Salaire compris. Vous m'entendez, salaire compris. Ça veut dire que nous investissons environ 300 millions d'euros dans la recherche pour la faire tourner. C'est rien du tout. Quand on abandonne les portiques des péages, du jour au lendemain, on balance 1 milliard d'euros à la poubelle et plus 1 milliard tous les ans parce qu'il y a de l'argent qui ne rentre pas. Donc je ne veux pas qu'on continue de dire que la recherche publique coûte cher. La recherche publique ne coûte pas cher, en partie parce que les salaires ne sont pas élevés. Et je pense que ce sera un très faible effort, très marginal pour un pays qui prétend être un grand pays comme la France, d'investir dans la recherche publique. Donc même si nous avons un bon investissement en recherche publique, c'est vrai monsieur, je pense qu'on peut encore faire mieux et je crois que plus on augmentera la recherche fondamentale, dans toutes les disciplines, je ne veux pas faire de choix, pour la raison que j'ai expliquée plus tard, plutôt sur le pétunia et le maïs. Faire des choix, c'est extraordinairement dangereux. Donc la recherche publique, elle est fondée sur la curiosité des chercheurs, de gens qui ne sont pas très gourmands sur le plan financier pour eux-mêmes, mais peut-être pour leur laboratoire, parce qu'ils veulent bien gagner assez peu d'argent, mais ils ne veulent pas jouer en Ligue 2. Vous comprenez? Nous, on veut jouer en Ligue 1. Donc le jour où on va nous forcer à jouer en Ligue 2 parce qu'il n'y aura plus de moyens, nous partirons. Et à ce moment-là, on décrochera irréversiblement, car il n'y aura pas de retour possible. Parce que si vous n'avez pas de recherche fondamentale, vous n'aurez pas d'innovation. Si vous n'avez pas d'innovation, vous n'aurez pas d'économie. Et donc, il faut réduire les déficits et la dette et après investir. Enfin, on est dans une situation économique qui est très difficile quand même. Ce n'est pas un investissement. 3,5 milliards d'euros à mettre sur la recherche publique, c'est peanuts, vu tout ce qui se perd tous les ans dans ce pays. On pourrait mettre demain 1 milliard. Un chercheur chargé de recherche, d'accord, c'est pas grand-chose. C'est 60 000 euros bruts par an. Avec 60 millions d'euros, vous créez 1000 postes de chercheurs, d'accord? Donc, ne me dites pas que c'est une dépense. Je veux dire, tous les jours, on met cet argent là-bas. Le coût des portiques est particulièrement... oui, mais là, vous faites facile. Hein, les portiques, non, c'est pas facile du tout, parce que tous les ans, c'est comme ça. Moi, je vais faire plaisir à mon collègue qui est très sympathique industriel, mais il y a des effets d'aubaine, par exemple, dans le crédit impôt recherche. Je suis pour le crédit impôt recherche, parce que je pense qu'il attire des entreprises étrangères en France, et je pense qu'il permet aux PME et aux petites entreprises et aux technologies de développer une recherche. Et je pense que c'est très important. L'industrie pharmaceutique l'utilise beaucoup, le crédit impôt recherche. Les effets d'aubaine peuvent se monter environ à 500 à 1 milliard d'euros, hein, sur les 6 milliards aujourd'hui du crédit impôt recherche, et cela serait très très bien et très positivement dépensé dans la recherche publique. En même temps, les industriels doivent investir dans la recherche et dans l'innovation, parce que si eux ne le font pas, nous n'aurons pas de débouchés pour nos étudiants, nous n'aurons pas de débouchés pour nos docteurs. Vous savez que nous sommes un des rares pays où le doctorat n'est pas reconnu dans les conventions collectives. Donc, sauf dans certaines branches, mais pas systématiquement dans toutes les branches. Donc il y a un vrai problème de compréhension de ce qu'est la place de la recherche dans un pays développé comme le nôtre. Et je crois qu'on est arrivé à un moment de vérité. C'est-à-dire que si on ne comprend pas ça, et ça c'est un manque de culture scientifique. Ce que disait M. Alexandre, je n'ai pas toujours
entièrement en phase avec la façon dont il le dit ou des choses comme ça, mais c'est juste, nous avons une classe politique qui a une totale inculture sur le plan scientifique, ils ne savent même pas ce que c'est. Voilà. Et ça, c'est on ne prend pas le pas quand même d'augmenter le budget de la recherche. Comment ? J'ai pas l'impression qu'on prenne le... Non, je pense qu'on va dans le sens inverse. Et à 66 ans, vous voyez, j'ai encore 5 ans devant moi parce que j'ai la chance d'avoir une retraite assez tardive. J'espère bien la repousser encore, quitte à bouger. Je suis un peu pessimiste pour ceux qui vont nous suivre, oui, un petit peu. Oui, donc, faut militer pour qu'il y ait budget de... Oui, Laurent Alexandre ? C'est une urgence nationale. Il faut une mobilisation nationale pour, voilà, pour, s'il y a une pour chose que vous devez retenir, publique et privée. Et nos dirigeants sont incompétents sur le sujet et inconscients de ne pas lancer dès aujourd'hui cet immense effort qui transcende la barrière publique-privée, bien évidemment. Comment vous investissez, vous, MSD, dans le monde en recherche ? Dans le monde ? Oui. 8 milliards. 8 milliards. Pas mal. Mais je crois qu'un point sur le... Oui, recherche et développement. Recherche et développement, oui. Bien sûr, recherche et développement. Le coût de développement, les coûts de développement sont très importants. Crédit impôt recherche pour l'industrie, et ça c'est une bonne question qu'on a soulevée avec les autorités, en fait, s'applique pas très bien à la recherche partenariale. Si demain un laboratoire pharmaceutique va et veut faire un partenariat avec la NRS par exemple pour X millions, le crédit impôt recherche ne s'applique pas. Il s'applique si je fais de la recherche à l'intérieur de mes murs. Or, les modèles de plus en plus de recherche sont en réseau, et c'est une opportunité en France pour nous, industrie, de faire plus de partenariats avec les grands centres de recherche, puisqu'il y a... Donc vous voyez que le crédit impôt recherche... Le crédit impôt recherche, il bénéficie d'abord aux banques en France. Aux banques. Ah bah bravo. Vous êtes attaqué directement, monsieur Lagayette. Vous qui êtes un ancien banquier. Non, pourquoi ça bénéficie Il y a beaucoup de recherches également, d'algorithmes, etc., mais c'est ça les statistiques. Je suis un peu étonné d'entendre ça. Mais moi, je voulais dire une chose, c'est que c'est clair qu'il faut investir plus d'argent dans la recherche. Il faut aussi savoir que du côté des pouvoirs publics, ils sont en train en permanence de gérer des pénuries un peu partout. Je ne reviens pas sur ce que je disais tout à l'heure. Et donc, il faut savoir faire ce qui se fait beaucoup dans d'autres pays, c'est-à-dire mobiliser de l'argent privé. Et le système des fondations est là pour ça. Alors vous, Fondation de France, parlons-en carrément, vous investissez combien dans la recherche ? On fait sur l'ensemble de nos programmes de l'année, pour l'ensemble de nos fondations, on fait 10 à 15 millions pour la recherche. Pas beaucoup. Mais non, mais il y a aussi tout le social, il y a aussi tout l'éducatif, il y a aussi tout l'environnement. Ah oui, et donc, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des choses qu'on s'efforce d'appliquer à des endroits où ça peut être décisif. Je prends un exemple. Dans la médecine, il y a des endroits où c'est assez bien irrigué. Si vous vous occupez du cancer, même les maladies neurodégénératives, il y a un plan cancer qui a dégagé quelques moyens. Voilà. Oui. Et si vous prenez l'ophtalmologie, par exemple, en France, il y a très peu d'argent pour l'ophtalmologie. Or, il y a des progrès qui se font en ophtalmologie. Alors, c'est peut-être pas quelque chose sur lequel nous jouons notre avenir d'une façon cosmique, mais c'est quelque chose qu'il faut faire. Alors, eh bien, nous le faisons. Des questions courtes et rapides, des réponses rapides, parce qu'il ne reste plus qu'une demi-heure. Déjà, oui, allez-y, présentez-vous. Donc déjà, je voulais vous remercier d'aborder tous ces sujets sur aujourd'hui devant un public. En fait, je me présente. Donc, je suis Karine Vaucher. J'ai eu l'audace de faire une thèse en France. Je suis docteur en thérapeutique biotechnologique. J'ai encore eu l'audace de partir en Angleterre et de travailler 2 ans à l'Imperial College à Londres. Et j'ai encore eu l'audace de me dire, je veux venir vivre dans mon pays. Bravo. Alors, soyez audacieuse, posez votre question. Et donc déjà, je voulais remercier les personnes qui sont là d'aborder ces sujets aujourd'hui qui, en fait, sont vraiment très importants et par rapport à l'emploi des docteurs en France. Donc oui, les docteurs ne sont absolument pas représentés, ne sont absolument pas valorisés en France. Comment faire pour les valoriser ? Et j'avais une autre question par rapport aussi à l'Europe, parce qu'on est en France, mais à un moment donné, il va falloir peut-être aussi s'harmoniser avec l'Europe et les normes européennes. Et l'Europe a décidé, avec la stratégie de Lisbonne, de devenir l'économie la plus
la plus percutante du monde. Comment va-t-on arriver à ce résultat? Plus la question est courte, meilleure elle est. Hein. C'est... Qui veut répondre? Laurent Alexandre. L'agenda de Lisbonne, c'est une farce. C'est un village Potemkin. C'est-à-dire que l'Europe a dit on sera l'économie de la connaissance en 2010 la plus évoluée. C'est juste pendant ce temps que toutes les grandes plateformistes, les GAFA dont on parlait, prenaient le contrôle de toute l'économie de la connaissance. Donc il n'y a eu aucun investissement. L'Europe n'a pas du tout poussé la recherche. Donc c'est une blague de cette mobilisation européenne. Alors, essayez de répondre rapidement elle devra avoir lieu dans le futur. Elle n'a pas encore eu lieu. Alors Alain Prochon, très rapidement aussi. Oui, c'est vrai. Lisbonne s'engageait à 3% du PIB en recherche et développement. En Europe, l'Allemagne a atteint les 3% cette année. Et nous, entre-temps, on est resté à 2,2%. Donc ça n'a pas eu lieu. Voilà. L'Europe du Sud est à 1%. Et l'Europe du Sud est beaucoup plus basse. Et l'Europe communautaire n'a fait qu'une seule chose vraiment importante, je crois, c'est de créer les ERC. Qui s'appelle le European Research Council, qui finance des chercheurs de haut niveau en leur donnant les moyens de leur travail. C'est un truc absolument exceptionnel. Et on peut même augmenter les salaires des gens qui travaillent. Donc ça, c'est un truc qui est vraiment très fort. Mais l'agenda 2020, à mon avis, est une vaste blague parce que c'est quelque chose qui est totalement ciblé sur des choses décidées et qui ne donne pas l'ouverture. Alors pour les doctorants, pour les docteurs, la reconnaissance du doctorat dans les conventions collectives est quelque chose d'extraordinairement important. C'est-à-dire que cesser quand on est un... J'ai rien contre les polytechniciens, ne croyez pas ça, mais quand on est un dirigeant d'entreprise polytechnicien ou quand il y a un chef de service polytechnicien, c'est de recruter uniquement des polytechniciens, même s'ils n'ont pas fait de recherche. Il y a vraiment une nécessité de faire venir des chercheurs dans les entreprises. Et c'est comme ça qu'on rapprochera la recherche fondamentale de la recherche industrielle, parce que si moi j'envoie mes anciens étudiants dans l'entreprise, j'ai une connexion directe avec eux et je crée des liens qui sont des vrais liens, pas des liens uniquement alimentaires. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors allez-y là, tiens, oui, parce qu'on va aller un peu... Non, alors allez-y, il y en a un qui était prêt. Allez-y, levez-vous, dites-nous d'où vous venez. Bonjour, je m'appelle Thomas Choggio, étudiant à Subiotech. Ouais. Et j'aurais une question à Laurent Alexandre. Non, maintenant les questions à Laurent Alexandre sont interdites. Enfin, posez, c'est la dernière. Pensez-vous que la communication appliquée à la science permettra à l'opinion publique d'avoir une culture scientifique, notamment à travers la vulgarisation scientifique dans les revues comme telle La Tribune? Et cette lâchez-le avec La Tribune. Et que cette culture scientifique de l'opinion publique permettra alors à nos dirigeants de prendre en compte la recherche. Alors, médiatisation, oui. Alors, bien sûr, il faut médiatiser pour apporter une culture politique et pour que l'opinion puisse participer au débat éthique, parce que sur les technologies NBIC dont on parle, des enjeux éthiques, il y en a énormément. Notamment, il y a des questions eugénistes extrêmement graves qui vont se poser dans les années et les décennies qui viennent. Les technologies du cerveau posent tout un tas de problèmes. Il faut, si l'on veut que la société civile et la population participent au débat éthique sur ces sujets-là, il faut une formation. Ça passe par l'école, ça passe par les médias, ça passe par une mobilisation, une sensibilisation par nos dirigeants et nos élites. Il faut qu'ils parlent de science de temps en temps. Avant, on parlait de science, maintenant, on n'en parle plus. Donc, c'est tous azimuts qu'il faut mobiliser l'ensemble des acteurs, l'ensemble des leviers pour développer la culture scientifique populaire. Mademoiselle ou madame, là. Bonjour, je m'appelle Zoé Guillot, étudiante à Subiotech également. Vous êtes tous du même endroit, si j'ai bien compris, sauf l'étudiant en médecine, hein. C'est bien. J'ai une question pour l'ensemble du panel. Question courte. Oui, question courte. Donc, comment aujourd'hui on pourrait distinguer les priorités de recherche? Quels sont les facteurs à prendre en compte pour définir les grands axes de développement scientifique? Et enfin, comment s'entendre sur ces facteurs et leur prioritarisation? Alors, dans l'industrie, on va commencer par vous. C'est là où vous pensez que ça va rapporter le plus ou... Non, pas seulement. C'est vrai que c'est une des grandes accusations de l'industrie, mais on voit d'ailleurs de nombreux récents exemples de médicaments et de molécules développées pour des maladies rares, des maladies qui étaient en Afrique subsaharienne. Les grands enjeux aujourd'hui, sur lesquels c'est vrai qu'il y a beaucoup de recherches, et en particulier, entre autres, dans notre laboratoire, sont le cancer, tout ce qui est autour de la virologie, des maladies infectieuses, et les neurosciences. Probablement, sur le cancer, c'est là où il y a une réelle vague d'innovation qui revient.
on peut penser que d'ici 15-20 ans, le cancer pourrait être une maladie chronique. Probablement, c'est sur les neurosciences, et Monsieur Lagayette en parlera également mieux que moi, mais qu'on est le plus en retard et qu'il y a tellement de travail à en faire parce qu'il y a encore beaucoup de recherches fondamentales à faire. Voilà, en quelques mots. Donc il y a des vraies priorités. Juste très rapidement, sur l'Alzheimer, vous nous avez dit que vous travaillez sur l'Alzheimer. Est-ce qu'il y a des chances de trouver quelque chose d'efficace prochainement? Je ne peux pas vous répondre. Oh. Je ne peux pas vous répondre. Ce n'est pas une question à laquelle on peut répondre. C'est malheureusement le genre de question que les gens posent. Je vous ai dit tout à l'heure que qu'une des plus grandes découvertes sur le plan médical qui a été faite sur le pétunia et sur le maïs. Jamais on n'aurait pu prédire un truc pareil. On ne sait pas d'où ça va venir. Donc je crois que c'est pour ça qu'on ne peut pas, excusez-moi, faire des priorités. C'est-à-dire que la recherche fondamentale est si peu chère que 15 millions d'euros, c'est énormément d'argent, monsieur, parce que ça nous aide beaucoup, 15 millions d'euros. Donc moi, je remercie les fondations qui le font. La Fondation de recherche médicale donne 35 millions d'euros par an aussi. Et quand on pense qu'on met 300 millions seulement dans la recherche biomédicale en France, à travers le CNRS et l'INSERM, si je ne compte pas les salaires, ce sont des sommes qui ne sont pas marginales du tout. Hein. Nous, ça nous sert énormément. Donc on ne peut pas faire des priorités parce que justement, ça ne coûte pas cher. Mais si on fait des priorités, on fait des priorités au niveau où on fait du développement. Ça, c'est tout à fait normal, c'est différent. Mais pour les chercheurs fondamentalistes, faire des priorités, c'est prendre le risque de ne pas trouver quelque chose qu'on pourrait trouver qui serait extraordinairement important. Et on ne sait jamais d'où ça va venir. Alors pour l'Alzheimer, c'est pareil. Donc moi je creuse mon sillon sur certains... Mon laboratoire a eu la chance de découvrir quelque chose d'un tout petit peu étonnant, qui était un peu difficile. Hein. C'est un nouveau mode de signalisation, donc comment les cellules se parlent. Hein. Et on a découvert ça en 1989. Et on a travaillé dessus maintenant pendant, ça fait combien, je ne sais plus. 25 ans, comme le mur. 25 ans. Et on commence à penser qu'il y aura peut-être des applications, oui. Vous voyez, donc j'ai monté une bibliothèque, j'en ai même monté 2. Donc de nouveau, il ne faut pas croire que je suis contre le passage au développement. Mais on ne peut pas faire de choix. Et on peut même se payer le luxe de ne pas en faire. Voilà. Il suffit simplement d'admettre que les chercheurs sont des créateurs, qu'il faut les laisser libres, et que c'est comme ça qu'on a le... Et si ça ne marche pas, ça ne coûte pas cher un chercheur. Franchement, 2500 € par mois. Enfin, écoutez... 60 000 par an, vous l'avez dit. Mais non, mais il y a des priorités. Non pas, les priorités, ça ne s'inscrit pas dans le... dans la recherche fondamentale, mais dans la recherche appliquée, dans le développement, ça doit s'inscrire. Et pour un pays de santé publique, ça s'inscrit aussi. Je veux dire, faut distinguer les différents niveaux. D'accord, je suis absolument d'accord, sauf que le discours public qui nous est tenu, ce n'est pas celui-là. Hein. Dans l'ANR, qui est une forme de... l'ANR, l'Agence nationale de pour la recherche, qui est une forme de subvention compétitive, qu'il faut absolument conserver et amplifier dans un pays qui veut avoir des résultats. Qu'est-ce qu'on nous fait? On nous dit, maintenant, il ne faut pas vous mettre tout seul, il faut vous mettre à 2 pour demander un projet. Pourquoi? Hein, si moi je veux travailler tout seul, c'est bien mon droit quand même. Il faut travailler... Pourquoi? Non mais pourquoi alors? Pourquoi ils ont bien raison, à 2, oui, non? parce qu'ils ont diminué les crédits, et donc quand les gens se mettent à 2, ils en demandent moins, etc. Et puis ils pensent que... Et ils le découpent selon l'agenda 2020 de l'Europe, c'est-à-dire ce qu'on appelle les domaines sociétaux. Il faudrait qu'il y ait 80% de projets blancs, qu'on puisse avoir beaucoup plus d'argent compétitif, parce que les jeunes équipes, les équipes indépendantes des mandarins peuvent avoir alors l'indépendance, effectivement. Et puis, si on voit qu'il y a une faiblesse quelque part... Alors comment on évalue? C'est justement par exemple, je pensais. Comment on peut évaluer un chercheur là, qui cherche sur les pétuniens et qui ne trouve rien? Les chercheurs sont évalués en permanence. Hein. Je ne connais pas un métier où on est plus évalué que dans la recherche. Excusez-moi, mais je ne peux pas vous faire le détail, mais on passe notre temps à être évalué. Une publication ou un contrat, c'est une évaluation. D'accord? Alors, dans un laboratoire comme le mien, budget consolidé, d'accord, avec les salaires, 50% de mon budget sur contrat. Si je ne compte pas les salaires, 75% de mon budget sur contrat. Alors croyez-moi, si je n'ai pas l'argent, j'arrête de travailler. Donc une évaluation, elle est permanente. Et c'est comme ça dans toutes les sciences. Les contrats, c'est avec le public ou avec le privé ou les deux? L'ANR, par exemple, ça peut être Human Frontier International, ça peut être l'Europe, European Research Council, ça peut être un contrat industriel. J'ai toujours eu des contrats industriels, mais ce sont des contrats qui sont compétitifs. Donc vous ne les avez pas comme ça. Hein. D'accord. Philippe Lagayette, vous vouliez dire? Oui,
On pense tout de suite à la recherche en médecine parce que c'est instinctif. Quand on dit quelles sont les priorités, on dit est-ce qu'il faut le cancer ou Alzheimer. Et ça, c'est assez difficile. La seule chose qu'on peut dire, c'est quand même que de temps en temps, le fait de s'organiser en projet peut aider. Sur Alzheimer, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un effort européen qui s'est organisé spontanément, sans la Commission, et les pays se sont mis ensemble. Alors ça ne produit pas des résultats, parce que les résultats, c'est l'activité individuelle des chercheurs, comme vous dites. Mais quand même, il faudra bien, à un moment donné, on a plus de chances de trouver si on a un effort global. Et d'autre part, maintenant, c'est international. Alors l'autre aspect, c'est que la recherche, dans beaucoup de domaines, si on ne pense pas à la médecine, ça ne se laisse pas facilement planifier. En physique, en mathématiques, en chimie, etc., il y a un tas de choses qui se font et qui se font dans les laboratoires sans être organisées. Il y a quelques années, sur le plateau de Saclay, on a voulu voir quels étaient les axes de développement. Et qu'est-ce qui a été fait par les établissements? C'est d'abord de recenser les domaines dans lesquels il y avait des équipes qui étaient à la pointe. Et puis de se dire, il faut aider et stimuler les équipes qui sont à la pointe de la connaissance mondialement. Parce que là, on a une chance de faire quelque chose d'utile. D'accord. Alors, encore des questions d'étudiants. Et puis dans le public, parce qu'il ne reste plus que 20 minutes, s'il y a des questions dans le public, vous levez la main, on vous apportera un micro. Bonjour, Charlie Sabat de Subbiotech et aussi en management de l'innovation au Mines et à Dauphine. J'ai 2 questions en une rapidement, très rapide. L'investissement dans la R&D dans les entreprises n'est pas corrélé à l'innovation qui en ressort. Ça schématise par, on prend Nokia et Apple. Nokia, énormément d'investissements en R&D. Apple, ça, on voit ce que ça a donné. Du coup, est-ce que ça nécessite un changement de paradigme dans l'industrie, que ce soit pharmaceutique ou autre? Et justement, quand Laurent Alexandre parlait qu'il fallait plus investir, mais aussi avoir un projet politique pour rentrer dans la course des NBIC qui rentrent dans le cadre, pas que de ce que vous dites, mais aussi pour les biotechnologies. Comment on fait ce projet politique? Comment? Par qui? Parce qu'on vous dit que les politiques ne prennent pas conscience de ça. Est-ce que ça doit venir de nous? Est-ce que c'est nous qui devons pousser et comment on le fait? Il faut poser la question aux politiques. Non, mais leur poser la question, c'est vrai. Donc, qui veut dire Laurent, Alexandre? Vous avez tout à fait raison. Entre le quantitatif et le qualitatif, il y a un gros décalage. Il y a des boîtes qui ont dépensé énormément pour la recherche et qui n'ont rien sorti. Et il y a des boîtes qui ont un investissement en recherche pas si important que ça, c'est le cas d'Apple, et qui ont sorti des choses absolument extraordinaires. Donc c'est tout à fait vrai. Il y a quand même un besoin quantitatif, c'est-à-dire qu'on est insuffisant sur le plan quantitatif, et à côté de ça, il faut bien sûr faire du qualitatif, et ça dépend de la qualité des chercheurs, de l'attractivité des chercheurs. Il faut avoir des bons chercheurs. Il faut ne pas leur imposer en recherche fondamentale des cadres trop stricts. On voit bien qu'aujourd'hui, la recherche libre, en prenant des bons chercheurs et en leur fixant une enveloppe librement, au lieu de leur fixer un objectif sur un créneau limité, marche pas si mal que ça. Donc il y a un certain nombre de règles pour augmenter la qualité de la recherche. Bien évidemment, pour les entreprises, il faut qu'il y ait un contexte qui soit favorable à l'innovation dans les entreprises, qu'elles aient un cadre fiscal, social, qui soit cohérent dans le temps. Les entreprises ne peuvent pas, dans leurs décisions d'investissement de R&D, ne peuvent pas avoir un cadre aussi fluctuant qu'il y a en France. La fiscalité change sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il y a une instabilité fiscale totale. C'est totalement catastrophique pour la décision parce que les patrons ne veulent pas investir à 10 ans alors qu'ils ne savent absolument pas quelles vont être les différentes évolutions du droit social ou de la fiscalité. Il faut une grande stabilité, ou il faut un message de stabilité de la part des pouvoirs politiques. C'est fondamental pour augmenter cette qualité du développement au-delà de l'aspect purement quantitatif de la dépense de recherche publique ou privée. Question étudiant ou dans la salle? Là, oui. Oui, bonjour, Benjamin de Saint-Afrique. Vous n'êtes pas étudiant, vous, alors? Non. C'est bien. Réservé. Allez-y. Ça rejoint un peu la même question, justement, et on a 2 fois la même réponse, parce que M. Chiver avait parlé aussi des problèmes de coût social de la recherche. Mais moi, ma question, c'était pourquoi l'investissement privé ne se développe pas plus en France? Ça me paraît un peu limité comme explication, que ce soit justement juste un coût social, une stabilité, peut-être. Non, mais moi, c'est ma question. Et les labos pharmaceutiques ont énormément d'argent. Il n'y a pas de recherche fondamentale permanente qui s'installe. Moi, je travaillais pour IBM,
qui investit 2 fois le budget de la France dans sa recherche et qui est l'entreprise qui crée le plus de brevets depuis 20 ans. Voilà, ma question c'est ça, pourquoi en France on n'arrive pas à développer ça? On s'était rapproché des facs, ça s'est pas fait. Alors un industriel, pourquoi vous n'investissez pas plus en France? De notre point de vue, il y a un enjeu de valorisation de la recherche. Je crois que entre la recherche fondamentale justement et la recherche translationnelle, il y a un moment qui est critique. Et un certain nombre de régions dans le monde le font mieux et de ce point de vue-là valorisent mieux la recherche. Quand vous dites valoriser la recherche, ça veut dire quoi exactement? C'est passer justement de la recherche fondamentale à la recherche appliquée. Et à un moment être capable de valoriser cela, donc de faire le lien entre le public et le privé. Donc en France, il y a eu la réforme des SAT, des fameuses sociétés de valorisation, je crois que c'est l'acronyme, non? Oui. Et sous Avisan, la création des ITMO. Donc il y a un progrès qui est notable, qu'on voit au niveau de l'industrie, qui nous permet de mieux investir. Et il y a une ouverture plus forte. Mais historiquement, ou en tout cas la vision qu'avait le privé de la France, c'était une recherche quand même assez cloisonnée entre public et privé. Ça change. Mais ça évolue quand même. Oui. Ça évolue. Le deuxième point, c'est le point des centres d'excellence. Il y a un certain nombre de domaines pour lesquels il y a une très forte reconnaissance en France. On a parlé neurosciences, cerveau, immunologie. À un moment, il faut faire des priorités. Monsieur Lagayette le disait, le pays ne peut pas être partout et il faut laisser les chercheurs libres, mais en même temps, il faut faire certains choix pour éventuellement être en meilleure position de trouver et de valoriser. Je peux rebondir sur cette vallée de la mort qu'on n'avait pas citée, mais que chacun connaît, entre la pose de brevet par un laboratoire et son développement sur le plan de l'innovation. C'est vrai qu'il y a un moment, je l'ai vécu 2 fois, qui est très difficile pour lever des fonds, pour faire l'épreuve du concept. Simplement, bon, c'est pas énormément d'argent, ça tourne entre 1 et 10 millions d'euros, en gros, peut-être un petit peu plus, pas beaucoup plus, selon les expériences qu'il faut faire. Et je pense que les venture capitalistes ne font pas leur travail. C'est-à-dire qu'ils sont tout à fait capitalistes, mais pas du tout venture. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun goût du risque. C'est-à-dire qu'eux, ils investissent comme s'ils investissaient pour faire des profits dans les 2 ans qui viennent. Alors qu'effectivement, il y a un risque à prendre parce que personne ne peut savoir si, avant avoir fait cette vallée de la mort, si le produit va donner des profits. C'est-à-dire si la biotech pourrait être rachetée par une big pharma, pour faire bref. Donc je pense qu'il y a un vrai problème là, mais qu'il y a un problème de manque de courage des gens dont c'est le métier de faire du capital risque. Or, ils ne font pas du capital risque, ils font du capital, mais ils font du capital sans risque. Allez-y, oui. Et c'est là où il y a des opportunités également d'avoir une vision claire au niveau politique. Avant d'être en France, j'étais au Canada. Rien que le Québec, aux bornes d'une province, le fonds de capital risque du Québec, qui est partiellement public, partiellement privé, était de 700 millions de dollars, rien que la province du Québec. Quel est le plus grand fonds de capital risque dans l'industrie, dans la pharma, dans la recherche? En France, c'est largement moindre. Oui. Prenez le micro. C'est sûr que la France manque de capital risque et manque de capital tout court. Il faudrait générer du capital et du capital prêt à s'investir. Il y a beaucoup de capital à investir, comme les fonds d'investissement ont beaucoup d'argent, mais ils hésitent un peu. Ils n'en ont pas beaucoup. Non. Et il y a une raison fondamentale à ça, c'est un système de retraite qui ne repose pas sur la constitution de capital et ensuite les retraites venant du revenu du capital. Il ne faut pas oublier que ça, c'est un handicap majeur. C'est de là que vient le fait que les entreprises du CAC 40 sont détenues en majorité par du capital étranger, ce dont on se plaint de temps en temps, et puis qu'il n'y a pas assez de capital risque. Deuxième observation que je voulais faire, c'est que l'insuffisance de la recherche dans les entreprises privées, et c'est aussi le même phénomène que l'insuffisance de l'investissement. Ceci vu statistiquement, il y en a qui investissent très bien, mais
Et c'est lié fondamentalement à la prospérité des entreprises. Il n'y a pas d'investissement dans des entreprises qui ne sont pas prospères. Et non seulement il faut qu'elles puissent voir à 10 ans, mais en plus il faut qu'elles reposent sur une bonne assise. Et ça s'applique aussi à la recherche. Question. Là-bas, tout en haut, j'ai l'impression. Parce qu'on ne voit rien, nous, d'ici. Alors. Bonjour, ma question s'adresse à tous les intervenants. Est-ce que par une volonté toujours de faire travailler tout le temps les chercheurs ensemble, il n'y a pas un risque quelque part de réduire les perspectives de ces recherches par une harmonisation quasi inévitable des axes de recherche? Voilà. Ça c'est pour vous alors. Est-ce que vous tournez en rond quoi? Il faut leur permettre de travailler ensemble, il ne faut pas les forcer, c'est tout. Si quelqu'un veut travailler seul, il peut travailler seul. Si quelqu'un, c'est vrai que cette volonté de mettre toujours les gens en réseau, en plus ça crée de la paperasserie que vous n'imaginez pas. C'est-à-dire que dès que vous faites un consortium, vous passez votre journée à remplir des formulaires au lieu d'être au chevet des souris, qui est quand même beaucoup plus intéressant. Donc les gens qui en ont les moyens, qui ont la chance d'avoir un de ces très gros contrats européens justement en Europe, ou qui, en Allemagne, ont ce qu'on appelle un poste à l'Institut Max Planck. Il faut quand même savoir qu'un chercheur qui a fait ses preuves en Allemagne, il va pouvoir travailler sans demander d'argent quasiment jusqu'à sa retraite, parce qu'il aura un financement de l'Institut Max Planck. Eh bien, ou quelqu'un qui a un Howard Hughes aux États-Unis, il va pratiquement ne jamais vouloir se mettre avec d'autres, parce qu'il gagne beaucoup de temps. Et s'il veut chercher quelqu'un, il faut quand même faire croire que quelqu'un qui a un petit niveau dans la recherche, s'il a besoin de trouver un collaborateur pour développer quelque chose, il est parfaitement capable de le faire. Il n'a pas besoin qu'on l'incite. Moi, je peux téléphoner à un chimiste, à un physicien ou à un autre biologiste pour lui proposer un projet. Et s'il pense que c'est intéressant, il le fera. Donc, être contraint de le faire me paraît absurde. Mais si on veut le faire et qu'il y a les outils pour le faire, pourquoi pas? L'idée, c'est la liberté de travailler. Donc, oui, je pense qu'effectivement, cette contrainte, et l'ANR, là, cette année, c'était épouvantable, c'est-à-dire que les gens n'ont plus le droit de présenter seuls, sauf exceptionnellement. Vous imaginez quelqu'un qui va exceptionnellement, il sait bien qu'il n'y aura pas d'argent derrière. Donc, de se mettre à deux, c'est une des plus grandes bêtises que j'ai pu voir dans les 10 dernières années des financements compétitifs. Oui, à 10, à 15, à 20, si on veut, pourquoi pas, je m'en fous, moi. Mais seul, ça me fait plaisir. Alors, une autre question, où les étudiants, oui, monsieur. On va vous apporter un micro. Bonjour, je suis Mawa Diouf, j'étais... Bon, c'est pas vous, mais c'est l'autre. C'est moi. Ah voilà, au fond, allez-y. J'étais analyste Procure to Pay chez MSD et j'ai eu l'audace de quitter pour créer ma propre boîte. Là, je vais être en formation à l'ESSEC. Et donc, ma première question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un système où l'environnement socio-économique peut être un frein par rapport à l'audace? Pour ça, je pars de la comparaison entre l'environnement socio-économique anglo-saxon et l'environnement socio-économique latin. Est-ce qu'en fait, le fait d'être très protecteur dans notre environnement socio-économique ne nous pousse pas à aller vers en fait, de l'audace à la création d'entreprises? Donc ça, c'était ma première question. La deuxième question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, en entreprise, on peut retrouver des talents ou est-ce que les talents, on est obligé de les chercher à l'extérieur de l'entreprise? Alors, vous avez des talents dans votre entreprise? Oui, il y a de nombreux talents dans la salle. Je voulais juste continuer. Ah non, vous avez posé deux questions, c'est bien. En disant que pour partir de chez MSD, ça a été très très difficile puisqu'en fait c'est une entreprise qui a une très grande dimension humaine. Je le répète et je l'ai toujours dit. Voilà, c'était difficile de partir. Et alors, donc, qui veut répondre à ces questions? Il ne reste plus beaucoup de temps. Non, alors... Je crois qu'un point qui est important, et on ne doit pas l'oublier, on est dans un environnement compétitif, dans un monde compétitif. Et on se reposait la question de combien les entreprises privées investissent en France. Elles investissent également au regard des moyens et des ressources qu'elles peuvent générer en France. Et ça, c'est un point qui est fondamental. Aujourd'hui, il y a une dynamique qui est différente dans les pays émergents et en Amérique du Nord. Donc, il faut être capable à un moment de redonner cette vision et de permettre aux entreprises d'investir et d'intégrer cette innovation dans le pays. Une des forces de la France, c'était la rapidité d'intégration dans le système de santé
des innovations. Et c'est quelque chose qui est en train de se perdre. Donc ça, c'est un point que je voulais mentionner. Absolument. Il nous reste 6 minutes. Non, vous l'avez déjà posé votre question. Donc, une autre question. Oui, monsieur, alors on va vous apporter un micro peut-être. Ah, une autre question. Alors, on veut pas. Prenez un micro avant. Voilà, si. Il faut se battre. Hein. Faut être audacieux. Oui. Une question qui revient sur les télécoms, mais le cas de Nokia qui a été cité par les conférenciers. Vous savez que Huawei, fabricant d'équipements chinois pour les télécoms, a promis de créer 200 emplois en France. Et il a 40 000 chercheurs en Chine pour les télécoms. Oui. Est-ce qu'il n'est pas en train d'apparaître une sorte de secteur de recherche low cost dans un pays comme la Chine? Oui, non, ça n'inspire pas grand-chose, votre commentaire. En fait, je ne crois pas que c'est un enjeu. C'est vrai qu'on a une idée de coût du travail, mais je ne crois pas que c'est un enjeu de low cost. La Chine est en train de faire des investissements considérables. Pour reprendre le début du débat, quand on va en Chine et qu'on a une machine X chez nous, ils en ont 100 dans une salle. Ils avancent extrêmement vite dans la formation. Et ils ont une démographie qui est telle qu'on ne peut que faire le choix d'investir également dans cette région. Mais c'est amusant parce que la Chine a acheté IBM, mais c'est Google, Apple qui sont développés aux États-Unis quand même. Est-ce que la Chine copie et n'innove pas? Juste non? Allez-y. Je pense que pas du tout. Les Chinois ont une politique extrêmement rationnelle de réintroduction de leurs compatriotes qui travaillent aux États-Unis. Ils les font revenir en Chine. Ils les autorisent à travailler à la fois en Chine et aux États-Unis. Beaucoup de ces gens ont 2 laboratoires. Ils ont des conditions de travail qui sont tout à fait extraordinaires sur le plan des financements. Il y a un certain nombre de pays qu'on dit émergents, ce n'est plus le cas de la Chine, mais qu'on dit émergents, et qui ont parfaitement compris l'enjeu de la recherche. Et je pense que la Corée du Sud est un cas tout à fait exemplaire. Ils investissent aujourd'hui 5% de leur PIB. Hein. Ils vont nous passer devant dans les années qui viennent. C'est un pays un tout petit peu plus petit que la France. Moi, je suis professeur à Case, qui est une université, professeur adjoint là. Je vois très bien les investissements qu'ils font. Donc, 5%, et la Chine, c'est systématique. Ils construisent un outil de recherche de très haut niveau. Ils savent très bien que ça aura des conséquences sur le plan économique. D'accord. Un mot et après on va faire une conclusion. Ben, en mathématiques, c'est la même chose. Les universités chinoises font un effort considérable en mathématiques, y compris en mathématiques fondamentales. Et d'ici 20 ans, ça va avoir un effet tout à fait visible. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de progrès qui viendront de Chine. Alors, 5 minutes. Un mot pour chacun. Quel est le mot le plus important, justement? Est-ce que c'est, vous avez dit, c'était la chance, c'était la liberté aussi? Comment ce combat sur la recherche, alors, ambitieux? Le mot, c'est rebondir. C'est-à-dire que... Rebondir. Voilà, on a encore les moyens. On les aura pendant peut-être encore 5 ou 10 ans. Il faut s'en saisir pour rebondir, reconstruire l'innovation, maintenir la recherche publique, reconstruire l'innovation. Et l'économie repartira à partir de là. Je ne vois pas d'autre solution, personnellement. Alors, Cyril Schiffer, un mot ou 2? Un mot pour moi, c'est en effet les Google et autres font rêver. Entre les deux, il y a les biologistes, les chimistes et toute la recherche qui fait rêver, qui va apporter beaucoup dans les années qui viennent. Mais ça, c'était pas un mot, alors. Non, un mot, alors, c'est la liberté, c'est de rester sur le... pas se laisser distraire par des chimères. Je crois qu'il faut faire des choix. Faire des choix. Pour moi, c'est vraiment le choix, faire des choix. D'accord. Philippe Lagayette. Il faut évidemment augmenter l'effort global, mais... Ça, on est d'accord. On est tous d'accord, mais il faut être ambitieux. Les 2 mots-clés, pour moi, c'est liberté, curiosité. Curiosité. Voilà. Laurent Alexandre, vous êtes curieux? Oui. Moi, je dirais qu'il y a le feu au lac et qu'il faut cesser que nos décideurs et les élites politiques fassent comme si l'Europe et la France en particulier allaient disparaître après leur mort, comme si les jeunes qui sont dans cette salle ne les intéressaient pas et n'existaient pas. Il faut changer de perspective et il faut maintenant vraiment s'intéresser au futur. Changer de perspective. Merci.
Merci, messieurs. Merci. Et donc, peut-être à l'année prochaine, pour savoir si on est à 5% ou presque.